Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. FM, on a avec Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. L'actualité internationale. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qui se passe un peu en Ukraine, ce qu'on appelle la crise ukrainienne, pour laquelle évidemment il y a de très fortes tensions diplomatiques, notamment entre la Russie d'un côté et les États-Unis de l'autre. Il faut se rappeler que le 30 décembre dernier, il y a eu la deuxième communication téléphonique directe entre Joe Biden, président des États-Unis, et Vladimir Poutine, son homologue russe. Alors, au centre de cette discussion, qui a duré près d'une cinquantaine de minutes, était évidemment la situation en Ukraine. Il faut savoir que il y a eu durant le mois de décembre dernier ce que la Russie a qualifié de manœuvres militaires tout à fait normales à la frontière avec la Russie, mais sauf que ces manœuvres-là, la Russie a déployé tout son arsenal militaire en la matière. Plus de 200 000 hommes ont été déployés sur le terrain, avec tout ce que la Russie compte d'infanterie, de chars et d'avions de combat. Et donc ces manœuvres militaires-là, évidemment, avaient un double message. Le premier message s'adressait à Volodymyr Zelensky, qui est le président ukrainien, qui est soupçonné par les autorités russes de vouloir un peu accélérer le rapprochement avec l'Union européenne et également avec l'OTAN, l'Organisation pour le traité de l'Atlantique Nord. Cette organisation militaire qui regroupe les États-Unis et un certain nombre de pays européens. Or, historiquement, si tu veux, l'OTAN est opposée à la Russie. Parce que du temps de la guerre froide, la Russie avait l'équivalent de l'OTAN qu'on appelle le pacte de Varsovie. Celui-ci est tombé en désuétude après la chute du mur de Berlin en 1990. Néanmoins, la Russie, en l'occurrence Vladimir Poutine, espère remettre au goût du jour une sphère d'influence, une zone évidemment géographique qu'elle considère comme historiquement la sienne et sur laquelle elle estime qu'elle a un certain droit d'ingérence. Et justement au cœur de cette zone de lutte d'influence entre les États-Unis, l'Europe et la Russie, il y a évidemment l'Ukraine. Il ne faut pas oublier qu'en 2014, unilatéralement, la Russie avait décidé d'annexer la partie de l'Ukraine qui borde la mer Noire, et c'est la partie qu'on appelle la Crimée. Et donc l'annexion de la Russie qui faisait l'annexion de la Crimée par la Russie était une volonté russe. Déjà au regard du fort rapprochement du gouvernement ukrainien de Volodymyr Zelensky avec l'Europe, de maintenir sa présence notamment au niveau de la mer Noire, c'est un espace qu'elle juge comme étant hautement stratégique. Il ne faut pas oublier que durant l'époque de la guerre froide, durant l'époque de l'URSS, en Crimée se trouvait la plus grande base de sous-marins nucléaires russes. Et donc pour Vladimir Poutine, il s'agissait ici d'une question de hautement de sécurité nationale, et c'est la raison pour laquelle il avait annexé en 2014 la Crimée, lorsqu'il avait vu qu'évidemment le gouvernement au pouvoir était un gouvernement qui avait pour ambition évidemment de se rapprocher et d'intégrer l'OTAN. Et donc, c'est ça la lutte de fond. Mais pour véritablement comprendre cela aussi, il faut aussi voir qu'il y a une divergence de point de vue entre les Européens et les Américains. Pour les Américains, l'annexion ou une tentative de renversement du gouvernement ukrainien par la Russie serait considérée comme étant la ligne rouge à ne pas franchir par les États-Unis. Et ceux-ci entendent, si on évidemment se fie au discours prononcé par Joe Biden, c'est-à-dire que selon le président américain, les États-Unis se porteront aux côtés de l'Ukraine en cas d'agression de la Russie. Mais dire que se porteront aux côtés de l'Ukraine, est-ce que ça veut dire que ça va, s'il y a une volonté, s'il y a une annexion par la force de la Russie, est-ce que les États-Unis vont entrer en guerre ? De premier abord, lorsqu'on lit le dessus, c'est ce qu'on pense. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui pourrait se passer. On l'a vu en 2014 où sous Barack... Avec la Crimée, sous Barack Obama n'avait pas envoyé des sous-marins et des porte-avions américains défendre la Crimée. Non. Mais néanmoins, il est clair que l'Ukraine est considérée comme un allié par les États-Unis. Et donc, les craintes exprimées par l'Ukraine, qui n'a jamais caché son désir d'adhérer à l'OTAN, sont réels. Et pour les États-Unis, comme l'Ukraine est un pays allié, l'Ukraine doit bénéficier du même degré de protection que les autres alliés américains. Oui, mais le problème, c'est que dans cette question ukrainienne, il n'y a pas que les États-Unis. Et il y a aussi l'Europe. Et dans l'Europe, il y a évidemment l'Union européenne qui a des intérêts économiques très forts
avec la Russie, même si l'Union européenne, depuis l'annexion de la Crimée par la Russie, a imposé des sanctions économiques qui durent jusqu'à présent contre la Russie, mais ces sanctions économiques sont extrêmement limitées. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne a besoin notamment du gaz et du pétrole russe. Il faut savoir que, par exemple, des pays comme l'Allemagne sont totalement dépendants du gaz russe pour se chauffer, pour leur usage domestique. Et donc, pour l'Allemagne, il ne serait pas de bonne loi d'avoir des tensions économiques trop fortes, imposer de trop grandes tensions, de trop grandes sanctions économiques à la Russie, puis risque d'être contre-productif pour elle. La même chose aussi pour la France, qui n'a peut-être pas le même degré de dépendance économique que l'Allemagne, mais qui a quand même de forts intérêts économiques en Russie et même des Russes qui ont énormément investi en France. Donc, du fait de la proximité géographique et de l'interdépendance économique, eh bien évidemment, les Européens, même s'ils soutiennent totalement l'Ukraine, voient quand même d'un mauvais œil un risque de la part des États-Unis d'imposer des sanctions qui seraient trop fortes et qui pourraient avoir des répercussions économiques et voire politiques et diplomatiques négatives pour elles. Et donc, les Européens sont pris un peu entre les deux feux, d'un côté les États-Unis et de l'autre côté la Russie, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, un peu sur la crise ukrainienne, leur voix semble quelque peu anodine, même si, puisque, et ça, Emmanuel Macron et en son époque, Angela Merkel avait reproché justement aux Américains, que ce soit à Donald Trump ou à Joe Biden, le manque de concertation avec l'Europe sur la question ukrainienne. Alors, Joe Biden, lui, il a compris les inquiétudes européennes, c'est la raison pour laquelle, après la discussion qu'il a eue le 30 décembre dernier, il avait pris soin d'abord d'appeler ses homologues allemands et français pour un peu s'entendre sur le message que l'Occident devait transmettre à la Russie. Et puis derrière, il y a également le fait que le 10 janvier prochain, il va y avoir la première conférence russo-américaine depuis au moins une dizaine d'années. Elle va se tenir à Genève. Et le 12, il y aura également une rencontre entre la Russie et l'OTAN, donc l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et le 15 janvier, il y aura également une rencontre entre la Russie et l'OSCE, c'est l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Donc, il va y avoir, à partir du 10 janvier, un long balai diplomatique entre la Russie et ses principales organisations occidentales. On espère que au sortir de ces rencontres-là, évidemment, de fortes résolutions, de fortes propositions vont être prises pour essayer de dégeler, si tu veux, la tension qui existe à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Et d'un autre côté, on espère aussi que le fait que la Russie et les États-Unis aient nommé 2 négociateurs concernant la crise ukrainienne va permettre de maintenir une espèce de dialogue permanent qui va, on l'espère, aboutir, peut-être pas dans les mois ou les années qui viennent, mais au moins maintenir un climat de dialogue qui est absolument nécessaire pour éviter une escalade de la violence dans cette partie-là. Et il faut aussi bien comprendre, pour bien saisir la position de la Russie dans cette zone-là, c'est qu'il faut comprendre que l'Ukraine faisait partie de l'URSS et historiquement, les populations ukrainiennes sont des populations russophones. Donc, ce sont les mêmes populations qu'on trouve en Russie qu'on trouve en Ukraine. C'est la raison pour laquelle on surnommait même l'Ukraine la petite Russie. Donc, ces populations qui sont russophones constituent pour Vladimir Poutine voit en l'Ukraine une espèce d'extension de la Russie en Ukraine, comme il voit exactement cette même extension-là en Biélorussie. C'est la raison pour laquelle, pour lui, il voit d'un très mauvais œil le fait qu'il y ait un élargissement de l'OTAN, notamment dans ces anciens pays, dans ces anciennes républiques de l'Union soviétique, parce qu'elle considère que historiquement, culturellement, il y a un lien trop fort avec ces populations-là, avec ces pays-là, qu'il ne pourrait pas accepter qu'il y ait une espèce de coupure avec la Russie. D'autant plus que dans sa tête, Vladimir Poutine n'a jamais caché son rêve de rétablir non pas l'équivalent de l'URSS, mais l'équivalent de l'Empire russe, donc revenir un peu à l'époque des tsars. C'est la raison pour laquelle, dans sa politique, il a toujours joué de manière très forte et voire même parfois ostentatoire de toute la symbolique qui pouvait y avoir dans si tu veux, l'aura ou dans la représentation de la puissance russe à l'époque tsariste. Donc, il rêve évidemment de revenir à cette époque-là, mais il sait que, évidemment, pour cela, il va falloir batailler contre un certain nombre de gouvernements et un certain nombre d'opinions publiques
qui ne veulent plus revenir à cette époque-là, donc qui ne veulent pas revenir ni à l'époque de l'URSS et encore moins à l'époque de la Russie tsarine. Et on sait aussi que historiquement, il y a toujours eu des tensions entre la Russie et l'Ukraine, notamment concernant, si tu veux, cette volonté d'assimilation des populations, de l'assimilation de l'Ukraine par la Russie. Ça ne date pas d'aujourd'hui. À l'époque, au XVIIIe siècle, sous l'impératrice Katharina et encore moins sous le tsar Nicolas Ier et le tsar Alexandre II, il y a toujours eu une volonté de la part de Moscou à l'époque, la capitale c'était Saint-Pétersbourg, d'annexer, d'assimiler les populations de l'Ukraine, d'assimiler l'Ukraine pour l'annexer totalement dans la Russie. Et évidemment, il y a toujours eu des fortes tensions, un fort rejet des populations ukrainiennes, même si, comme je l'ai dit, culturellement, ce sont exactement les mêmes populations. Donc, voilà un peu le décor qui est planté, et c'est la raison pour laquelle il faut bien comprendre la détermination qui est celle de Vladimir Poutine sur sa volonté de ne absolument pas plancher sur l'Ukraine. Il a accepté déjà de perdre des pays comme la Lituanie, comme la Pologne, comme la République tchèque, ces anciennes républiques-là qui sont rentrées dans l'OTAN. Et donc pour lui, il considère que la limite est déjà dépassée. Et donc la limite à ne pas franchir, ce serait également une adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN ou dans l'espace de l'Union européenne. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Urban FM 104.5.